Vilfredo Pareto, économiste italien du début du siècle dernier. Autrement dit, ça remonte, puisque s'il n'était pas mort, il aurait 175 ans le monsieur. On lui doit quelques principes, notamment l'optimum de Pareto, qui t'explique qu'en gros que tu peux pas satisfaire le besoin d'une personne sans automatiquement générer l'insatisfaction chez une autre. Mais malgré tout, vous devez le connaître pour ce qu'on appelle la loi de Pareto, le principe du 80-20. Qui explique que 80% des effets d'une action sont dus à 20% de ses causes. On le connaît aussi au travers de l'idée que 80% des richesses appartiennent aux 20% des personnes les plus riches. Dans le commerce, on dira que 80% des ventes sont dues à 20% de clients. Ça te dit en gros que tu as plutôt intérêt de capitaliser sur les ressources que tu identifies plutôt que de te disperser dans tous les sens, puisque de toute façon, 80% des résultats seront liés à 20% de tes efforts. N'empêche que c'est un principe qui devait plaire à quelques sociologues, notamment partisans de la théorie du choix rationnel. D'ordinaire, les gens agissent dans le sens de maximiser leur profit avec le moins d'efforts possible. Toujours est-il que c'est pas vraiment pour ça que Vilfredo Pareto m'interpelle. C'est surtout que comme beaucoup d'économistes, il s'essayait également à une lecture sociologique du monde. Et lui, son sujet de prédilection, c'était la logique de l'action. Quand il parle de logique, il parle tout simplement de rationalité. La rationalité revient à une forme de calcul entre les motivations des individus et leurs actions. Quand on parle de rationalité, on va vérifier la cohérence entre les buts visés et les moyens pour y parvenir. Et ça, c'est un questionnement qu'on peut être amené à se poser pour n'importe quelle action, n'importe quelle décision de la vie quotidienne. Est-ce que les moyens correspondent à l'objectif? Est-ce que l'objectif correspond aux moyens? Et il avait pris des exemples plutôt parlants pour comprendre la différence entre une action qui serait logique et une action qui ne serait pas logique. En gros, si toi, tu es sur ton bateau et que tu sors tes rames et que tu actives tes rames de façon à en faire avancer le bateau, eh ben, c'est logique. Les moyens que tu utilises sont en corrélation avec l'objectif attendu. Et il a fait le parallèle avec les marins de l'Antiquité grecque qui, avant de partir en mer, faisaient un sacrifice en l'honneur de Poséidon, le dieu des fonds marins, parce que c'est ça qui permettait de faire avancer le bateau. Et Vilfredo Pareto, il t'explique que comme il n'y a pas de lien direct entre le moyen utilisé, à savoir le sacrifice au dieu de la mer, et le fait que le bateau avance, à partir de là, c'est pas logique. Alors vous allez me dire qu'il faut remettre dans le contexte par rapport aux croyances, etc. etc. C'est en ce sens-là qu'on parlera de rationalité située qui implique qu'on va repositionner l'action de l'homme dans le contexte dans lequel il était. On pourra même parler de rationalité limitée dans le sens où, par principe, la raison de l'homme est conditionnée par ses limites. Et donc par rapport à ce qui est logique et pas logique, on va avoir par exemple deux cas de figure. Le gars qui va essayer de faire du feu par friction de silex et de pierre de pyrite, etc. Et le gars qui va faire une danse de la pluie. Les deux actions rentrent dans le cadre d'une espèce de procédure, de rite, de façon à invoquer les dieux. Le dieu du feu d'un côté, le dieu de la pluie de l'autre. Dans le premier cas, l'action est corrélée au résultat. Dans le second cas, le fait de danser et que la pluie arrive, il n'y a pas de lien direct. Pour autant, on pourrait pas dire que celui qui essaye d'invoquer le dieu du feu en faisant des frictions de pyrite et de silex, il est plus rationnel que l'autre. Dans les deux cas, il y a un sentiment, il y a une croyance, quelque chose qui est peut-être impalpable, c'est ce que Pareto appelle un résidu. Les résidus, ce sont ces sentiments, ces croyances, etc., qui nous poussent à agir, qui pourront parfois conditionner ou prendre la forme des moyens qu'on va utiliser, qui n'ont pas de lien de causalité direct, mais qu'on fait quand même. Mais comme les individus sont pas totalement pulsionnels et ils ont quand même un minimum de discernement, dans leur esprit, ils sont logiques, ils sont rationnels. Donc ils auront besoin d'opérer un traitement de ces résidus de manière à ce que ce soit cognitivement cohérent. C'est ce que Pareto appelle des dérivations. Une dérivation est une justification. Et donc parmi les dérivations, qui sont finalement des arguments, tu auras l'argument d'autorité, tu auras le fait que ce soit mystique, la croyance en un dieu, etc., etc. Du coup, on voit bien que ça rappelle un peu les dissonances cognitives. Alors pour préciser, Pareto, ça date quand même du début des années 1900. On est en pleine révolution industrielle, renégociation des rapports sociaux entre les gens. Le religieux prend de moins en moins de place dans les groupes sociaux, parce qu'avec la division du travail, etc., de plus en plus les gens ils s'émancipent. Ils acquièrent de plus en plus de liberté, d'autonomie, de pouvoir d'agir, et donc par extension, ils deviennent rationnels. On assiste de plus en plus à ce que nommait l'illustre sociologue allemand Max Weber le désenchantement du monde. Désenchantement, c'est pas comme la chanson de Mylène Farmer, tout est chaos à côté, je suis génération désenchantée. Ça veut dire qu'on est beaucoup moins dans un monde
enchanté où il y a de la magie, des miracles, des croyances, etc. Et donc Max Weber, qui était sociologue mais qui était aussi économiste, il s'est énormément intéressé aux religions, il s'est intéressé au capitalisme, il s'est intéressé à l'individu, notamment sur la rationalité de l'individu. Et il a essayé d'établir un modèle qui permette un peu de situer les actions des gens. Il a construit ce qu'on appelle un idéal type. L'idéal type, c'est un modèle complètement théorique, c'est-à-dire que dans les faits, ça ne se présente pas de cette manière-là, aussi précise, mais on prend la dimension la plus stable d'un fait social, on enlève tout ce qui n'est pas systématique, tout ce qui n'est pas proprement constitutif, tout ce qui est périphérique, et on zoome à bloc sur la structure minimale qui est stable. Et donc en résumé, Weber, il t'explique qu'il y a deux formes de rationalité. Une rationalité de type téléologique, c'est-à-dire en lien avec la finalité, avec le but recherché. En gros, quand l'équipage du Titanic a appelé les secours, la finalité est claire, c'est de demander de l'aide pour être sauvé. Et une rationalité de type axiologique, c'est-à-dire en lien avec les valeurs qui sont portées par l'individu qui agit. Mais quand le commandant Smith préfère mourir dans son bateau, on est dans le code d'honneur du marin, bref, porté par des valeurs. Et donc une fois qu'il a fait ça, Weber, il s'est demandé quelles sont les motivations des individus pour agir. Et en faisant ses recherches, il a identifié 4 motivations. Une motivation rationnelle par finalité, une motivation rationnelle par valeur, une motivation traditionnelle, donc là on rentre dans la coutume de ce qu'on fait d'habitude, et une motivation affectuelle, en gros portée par l'émotion. Et selon lui, d'après ce modèle, cet idéal type, eh ben, tu peux y intégrer n'importe quelle action du quotidien. Évidemment, c'est un modèle purement théorique, et le truc ça date de 1915, donc entre-temps, les chercheurs ont continué à suivre ce chemin, l'ont remis en question, ont rajouté des précisions, des nuances, bref. Et là où ça m'interpelle, c'est que je peux pas m'empêcher de me poser la question quand je fais telle ou telle chose, par quelle motivation je suis porté. Et pour revenir à Pareto, dans mes actions, quel résidu me pousse à agir, quelle dérivation j'emprunte pour rendre mon ensemble cohérent. En clair, quelle est la logique qui est sous-tendue là-dedans? J'avais fait il y a un moment une vidéo qui s'appelait la logique autiste. J'expliquais qu'à partir du moment où tu disposes de tous les éléments, eh ben, le comportement improbable d'une personne TSA, quelque chose qui serait socialement étonnant, voire même une rumination, une fixette, etc. Eh ben, à partir du moment où tu le resitues, et ben tu piges la logique. Et donc pour revenir au modèle de Weber là, sur les motivations, quand je suis en interaction, quand j'accepte de rendre un service par exemple, voire même que je vais au devant de la demande et que je me retrouve avec un poids que je supporte plus après, parce que je ne me suis pas positionné, j'ai pas dit non, je me rends compte que parfois mon objectif c'est plutôt de l'évitement. J'ai pas un objectif précis, j'ai surtout une situation sociale que j'ai pas envie de vivre. Et le fait par exemple de me sentir hyper fiable et donc d'aller au bout de mes engagements, j'ai pas l'impression que ce soit forcément une valeur que je porte et que je défende. C'est surtout une espèce de principe à la con qui fait le dictat dans ma tête. C'est plutôt lié au côté binaire, tout ou rien. Est-ce que je suis porté par une forme de tradition? Là, c'est possible si je considère que j'ai pris l'habitude d'agir comme ça, au point de plus vraiment me poser de questions. Est-ce que c'est affectif? Émotionnel. Ça serait pas impossible si je considère que finalement mes actions ont pour objectif d'éviter les situations d'anxiété. J'en sais rien, j'arrive pas à trouver la logique. C'est probablement un peu de tout ça, et l'idéal type de Weber, eh ben, c'est pas des situations distinctes et séparées. On est probablement dans une logique combinatoire là-dedans. Et des fois, je trouve que le principe de Vilfredo Pareto est inversement adéquat avec ma situation. 80% de mes efforts et c'est 20% de réussite. 20% de tentatives, c'est 80% d'emmerde.